Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes ce soir à la Voix des Grands Lacs pour vous proposer un sujet important qui concerne la sécurité dans notre région, notamment dans le Nord Kivu et dans l'ensemble des régions en guerre. Cette information que nous avons reçue, c'est la prise de décision ou de sanction plutôt de l'Union européenne contre des membres de Ouazalendo, notamment contre le porte-parole des VDP, les volontaires qui sont des patriotes pour défendre la sécurité, l'intégrité de la République démocratique du Congo, pour défendre la souveraineté et pour ramener la paix dans le Nord Kivu et dans la RDC en général. Je suis pour cela, comme d'habitude, avec Mama Sifa Kitumaini Zabara. Bonsoir, Mama Sifa. Bonsoir, bonsoir, chers camarades, monsieur l'ambassadeur, bonsoir, Jean-Claude, bonsoir à tous nos téléspectateurs, les gens de Rutshuru, de Massissi, de Goma, du Nord Kivu en général, toute la région des Grands Lacs. Donc, et aussi, je n'oublierai pas de saluer tous nos déplacés, nos populations déplacées dans le Nord Kivu et partout ailleurs dans le pays. Donc, j'espère que nous aurons un bon débat sur un sujet si important que nous allons débattre aujourd'hui. Merci et bienvenue. Merci beaucoup. Alors, Jean-Claude Dungutse, à vous la parole pour dire Oui, bonjour. bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, Mama Sifa. Très heureux de vous retrouver ce soir. Voilà, parce que vous étiez réclamé, hein, réclamé chaque fois. Mama Sifa, oui, Mama Sifa, est-ce qu'elle va bien? Voilà. Ils oublient qu'on peut prendre des vacances, un petit repos. Voilà. Donc, voilà, très heureux. Donc, j'espère que nous aurons un bon débat. Évidemment, j'ai dit bonjour et bonsoir aux gens de Goma. Comme j'aime toujours de le dire, RDC, Rwanda, Burundi, Tanzanie et partout ailleurs. Sans oublier aussi nos amis francophones qui nous suivent. Merci beaucoup. Alors, nous avons parlé des Ouazalendo. Les Ouazalendo font partie d'un dispositif qui a été mis en place par le gouvernement congolais. Et bien sûr, le dispositif ne s'appelle pas les Ouazalendo, mais c'est la loi sur la réserve armée de la défense en RDC. Sans plus tarder, je pense que ce n'est pas nécessaire de mettre tous les articles qui sont sortis sur le sujet. Nous pouvons directement passer d'ailleurs à un communiqué publié par les Ouazalendo qui va reprendre l'essentiel de ces sanctions et donner le point de vue des patriotes Ouazalendo. Je pense que c'est plus pratique au lieu d'aller chercher à utiliser d'autres éléments qui ne sont pas nécessairement nécessaires alors qu'on a le communiqué original des Ouazalendo. Je vous passe donc le partage de ce communiqué. Vous voyez, je vais demander peut-être à Jean-Claude de lire. Hein. Il faut essayer de l'agrandir parce que mes yeux. Ou alors je vais lire, c'est plus facile. Voilà. Je vais lire ça. Vous voyez que ça porte l'entête du collectif de mouvement pour le changement, Force de défense du peuple, CMC FDP. Ils ont même mis leur numéro de téléphone afin que nul n'ignore. Ils ont mis leur adresse email pour que si vous avez des questions à leur poser, vous puissiez leur envoyer des messages. On ne peut pas être plus ouvert que ça, on ne peut pas être plus transparent et même plus responsable que ça. Communiqué de presse numéro 017-V.D.P CMC-FDP 2024. Réaction du collectif de mouvement pour le changement, Force de défense du peuple en sigle CMC-FDP aux mesures restrictives prises par l'Union européenne avant et ayant visé notamment le président et le chef d'état-major général du CMC-FDP. Point 1. Le collectif de mouvement pour le changement, Force de défense du peuple, CMC-FDP, a suivi non sans intérêt la litanie de mesures restrictives à l'encontre des responsables d'entretien des conflits armés,
l'instabilité et l'insécurité en République démocratique du Congo et qualifie ces sanctions prises par l'Union européenne ce 26 juillet 2024 à l'encontre des dirigeants du CMC-FDP de fallacieuses, tout simplement. Point 2. Le collectif du mouvement pour le changement, Force de défense du peuple, CMC-FDP, qui depuis plus d'une décennie s'est engagé dans la défense de l'intégrité et la souveraineté de la RDC contre les contre les soifs hégémoniques et d'expansion des territoires par les régimes de Kigali, Rwanda et de Kampala, Ouganda, qui enrichissent les pays de l'Union européenne à travers les pillages des ressources naturelles congolaises. Point 3. Le collectif de mouvement pour le changement, Force de défense du peuple, CMC-FDP, met en cause ces folles accusations contre ses dirigeants, portant sur le viol, le kidnapping, les arrestations arbitraires, car le CMC-FDP est un bon élève du respect des règles du droit international humanitaire et des droits de l'homme, car signataire des actes des règles du droit international, plutôt signataire des actes d'engagement avec Geneva Call et la cellule de la protection de l'enfance de la MONUSCO, qui, du reste, sont témoins des bons comportements et du professionnalisme des combattants du CMC-FDP. Point 4. Le CMC, le collectif du mouvement pour le changement, Force de défense du peuple, CMC-FDP, dénote que ces sanctions émises par l'Union européenne contre ses dirigeants ne visent qu'à décourager la résistance, et le CMC-FDP ne se laissera jamais découragé par des mesures restrictives prises par une organisation internationale dont sa position de soutien au régime politique de Kigali, Rwanda, pays agresseur de la RDC, est connue de tous. 5. Le CMC-FDP sait pertinemment que l'unique motif ayant motivé Bruxelles à viser les responsables du mouvement n'est que le fait de résister et de désillusionner l'un des grands partenaires de l'Union européenne dans l'horreur et l'apologie du sang, ainsi que dans la distribution d'angoisse au Congo, et rassure toute la nation congolaise que ces sanctions de l'Union européenne s'avèrent d'un non-événement, que c'était un non-événement en fait, car aucun Congolais ne pourra rêver à voyager en Europe quand le Congo sera stable. Ça veut dire que les Congolais ne pourront rêver de pouvoir voyager en Europe que quand le pays sera stable. Et nul ne détournera les fils et filles congolais à défendre leur patrie. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le CMC-FDP, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Fait à Bukombo le 27 juillet 2024, hier, signé par Maître Héritier Gachegou, porte-parole de CMC par FDP. Voilà le communiqué publié par les Wazalendo. Alors, il faut noter que dans le premier paragraphe, ce qui est important, c'est de savoir que la réaction est assez rapide. Ces sanctions de l'Union européenne ayant été prises le 26 juillet, donc aujourd'hui dimanche, nous pensons que les Wazalendo ont fait leur travail et qui n'ont pas dérogé à l'éveil et à la rapidité que nous connaissons de leur part. Hein. Maintenant, je vais vous demander d'abord, bien sûr, en nous servant des éléments légaux que nous possédons par ailleurs. Nous savons dans quelles circonstances les Wazalendo sont devenus partie prenante de la réserve armée de la République. Nous savons ce que le Congo, la République démocratique du Congo, le gouvernement a fait depuis la loi sur cette réserve.
nous savons aussi le travail abattu par les Wazalendo dans la défense du pays. Et là, nous voyons tomber un communiqué de l'Union européenne qui décide d'essayer à tout prix de décourager les efforts des Wazalendo et de la RDC à chasser l'ennemi. Que pensez-vous de cet élément? Est-ce que vous pensez que les sanctions de l'Union européenne sont conformes à la loi congolaise ou mettez-vous seulement cela sur le compte politique, comme des pressions exercées contre la République démocratique du Congo pour l'empêcher de se libérer? Que pensez-vous de cela? Maman Sifa, si vous pouvez prendre la parole la première, comme ça nous avançons. Ensuite, Jean-Claude Ndouté interviendra. Pour moi, ce n'est pas une surprise parce que la communauté internationale n'a jamais été aux côtés de la RDC. Parce que toujours, ils soutiennent le bourreau. La RDC a été attaquée, la population est meurtrie, il y a des massacres chaque jour. Le Rwanda nous a détruit notre pays. Et au lieu de prendre les sanctions contre le bourreau, ils prennent des sanctions contre les victimes qui essaient de se défendre. Donc, quel genre de communauté internationale? Donc, pour moi, depuis que la guerre a commencé, il y a des déclarations, des sanctions qui ne disent rien. Et voilà qu'au lieu vraiment de prendre des sanctions, des mesures contre le Rwanda, ils viennent de prendre des sanctions contre le leader de Ouazalendo. Donc, en vrai, donc en d'autres moments, je pense que prendre les sanctions contre un leader de Ouazalendo, c'est pour dire au Ouazalendo, il faut arrêter qu'on vous écrase. Parce que nous avons décidé qu'on doit vous écraser et voilà, vous devez cesser de se défendre. Donc, pour moi, c'est un message clair à tous les Congolais qu'ils doivent s'asseoir, croiser les bras et qu'on les écrase. D'accord. Jean-Claude Ndouté, quel est votre point de vue sur l'ensemble? On parlera des détails légaux et autres. Mais moi avant même que la réaction de Ouazalendo, moi j'avais vu, j'ai entendu, parce que ça a jasé, on en a parlé partout, des sanctions de l'Union européenne. Je me suis dit, mais on est dans la tragédie grecque ou dans la fantaisie romaine, ou les deux à la fois. Et d'ailleurs, les Ouazalendo viennent de le dire, cette litanie des mesures sont fallacieuses. Même pas peur, comme dirait l'autre. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, ils l'ont dit très très bien. Ça, et vous venez de le dire, ça c'est plutôt politique, c'est une pression, Et, et d'ailleurs, je pense que vous avez fait une émission où vous parlez des éloges que Macron a fait à Kagame, sa présence ici. Donc, vous voyez, tout va ensemble en fait. L'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas. Parce que moi, je me suis dit, j'ai trouvé dans les éloges de Macron à Kagame, il s'adressait en fait indirectement à Tshisekedi. C'est un pied de nez qu'il montre à Tshisekedi. Et donc, moi, ces sanctions sont politiques, ces sanctions c'est une pression, mais comme les Ouazalendo l'ont bien dit, ils ne vont pas se décourager. Revenons à l'histoire de la naissance de Ouazalendo. C'est une force populaire, de la défense populaire qui s'est organisée depuis les années 96, hein, quand la guerre a commencé, depuis la guerre de Kabila père. Quand le Rwanda a commencé pour la première fois en utilisant justement Kabila comme un pion, comme un paravent, la population, la résistance a commencé à cette époque-là. Mama Sifa a vécu cette guerre avec 15 ans ou 16 ans, mais elle a vécu cette guerre. Et nous raconte comment justement ils utilisaient les bambous, ils n'avaient pas d'armes. Donc, l'histoire de la défense populaire est née ces années-là. Et donc, les Ouazalendo ont une histoire. Au lieu de justement de remercier Tshisekedi, le gouvernement de Tshisekedi, d'avoir voulu les organiser justement en une force de défense reconnue et organisée, et maintenant on lui lance des épines et des pierres. Non, moi je trouve que c'est vraiment inadmissible.
je pense que ça ne va pas aboutir. Comme je n'ai même pas peur, ces mesures sont fallacieuses. Parce qu'elles sont non fondées, elles sont infondées. Alors, il y a un élément que nous devons considérer pour peut-être que nos auditeurs et téléspectateurs comprennent mieux ce qui se passe vraiment avec ces sanctions et avec tout l'ensemble du processus. Jean-Claude Doumousset, je vais vous demander de vous mettre peut-être parce qu'on ne voit plus que vous, si vous pouvez vous mettre en mute. D'accord. Dominez en fait, chaque fois que vous faites quelque chose, c'est vous qu'on voit. Et on continue à vous voir. De toute façon, je ne sais pas ce qui se passe, hein. Bon, ça ira, on va continuer. Eh bien, nous devrions expliquer l'historique de la création de la force de réserve. Moi, je pense que ça devrait remonter d'abord à la guerre, hein, la guerre tout simplement depuis 1996, comme Jean-Jules Moulumba l'a expliqué dans une émission que nous avons eue avec lui. Tout cela a commencé en ce moment-là. La création des différents groupes Maïmaï, qui étaient des groupes de défense. Ensuite, sous l'ancien président Kabila, les Maïmaï ont continué à exister et à se défendre, à défendre leur village et leur population. Ensuite, la deuxième phase du M23 en 2021, eh bien, c'est en ce moment vraiment qu'on a pris conscience que le Rwanda et l'Ouganda étaient revenus dans le conflit parce que Makenga venait de Kampala, et ses amis venaient de Kigali et se sont retrouvés du côté de Bunagana. Ils ont traversé pour prendre plusieurs villages du Nord Kivu. Et le gouvernement congolais, sous le président Félix Tshisekedi, a pris conscience qu'il fallait absolument faire quelque chose, qu'il fallait que toute la population, y compris les anciennes forces négatives, comme on les appelait, rappelez-vous, les Maïmas étaient des forces négatives. Tout cela a commencé à Nairobi, au premier sommet de Nairobi sur la RDC. C'est là, à Nairobi, que le représentant de la RDC a eu des discussions avec les différents groupes qu'on appelait négatifs, hein, les forces négatives. Eh bien, c'est là que certains groupes, dont ceux qui nous concernent aujourd'hui, hein, ont accepté que désormais ils travailleraient avec les FARDC, qui ne combattraient plus l'armée nationale, qu'au contraire, ils allaient créer une coalition avec l'armée nationale pour chasser l'agresseur. Les seuls, si je me rappelle, il y en a quelques-uns, hein, des Congolais qui ont refusé, mais le plus visible à l'époque, c'était le groupe des Banyamulenge, qui avait refusé de se joindre aux forces de coalition avec le gouvernement. Et donc, c'est dans ce processus, une fois que la décision, négociation de former une coalition nationale de défense de la nation, de défense du territoire, avait été créée, eh bien, ils ont pensé à l'aspect légal, à la formulation d'une loi pour tenir compte de ce nouvel élément. Cela a été fait et l'Assemblée nationale a adopté donc la nouvelle loi sur la réserve de la République. C'était en avril 2022. Non, avril 2023, si mes souvenirs sont bons. Et donc, en ce moment-là, les Wazalendo n'étaient plus des forces négatives. C'est là que les Wazalendo ont commencé à être connus par le grand public, on a connu leurs dirigeants. Alors, autant pour moi, la signature ou l'adoption de la loi sur la réserve de la République, ça s'est passé le 20 avril 2023. C'est là que la loi a été adoptée au niveau de l'Assemblée nationale. Et le mois qui a suivi, au mois de mai 2023, le Sénat l'a adoptée aussi et elle est devenue une loi avec force de loi justement. Et à partir de là,
nous pensons que les forces qui avaient accepté de se soumettre au gouvernement, à travailler avec l'armée nationale pour défendre l'intégrité territoriale du pays, n'étaient plus des forces rebelles ou négatives. À partir de là, leurs activités tombent sous la loi congolaise, qui a été d'ailleurs confirmée par les articles de la Constitution déjà existantes. Et on ne voit pas comment un pays étranger ou un groupe de pays étrangers comme l'Union européenne, qui n'a rien à voir avec cette loi, la loi sur la réserve de la République, je ne vois pas pourquoi les Européens pourraient venir sanctionner les FARDC. Est-ce que la RDC pourrait sanctionner, par exemple, les commissaires européens ou des officiers belges ou des officiers français au titre de leur appartenance à l'Union européenne? C'est une question de respect mutuel, je pense. Vous l'entendez comment, puisque le Wazalendo tombe sous la loi congolaise? C'est un groupe légal, ce n'est pas des rebelles. Les Européens, eux, continuent à les considérer comme un groupe rebelle. Est-ce que effectivement, c'est pour les empêcher de stopper le Rwanda, parce que le Rwanda pille les ressources minières du Congo pour les revendre à l'Union européenne? Est-ce que ça peut être ça la première observation la plus évidente? Parce que, par ailleurs, quand vous lisez la presse rwandaise aujourd'hui, quand vous lisez la presse rwandaise, vous vous rendez compte que ils défendent systématiquement toutes ces sanctions contre le Congo. Ils écrivent des articles pour ridiculiser la RDC et son armée, bien sûr pour condamner les Wazalendo en les traitant de Interahamwe. Comment pensez-vous que le gouvernement congolais devrait réagir à ce genre de sanctions? Parce que c'est tellement unilatéral, c'est irrespectueux, et de toute façon, c'est contre la législation internationale. On ne peut pas se mêler des affaires intérieures de la RDC de cette manière-là. Alors, à vous, hein. Moi, je pense que la RDC, c'est un pays qui ne dépend pas de tous les autres pays. Donc, je pense que notre gouvernement, en tant que, spécialement notre président, en tant que garant de la nation, devrait voir comment protéger le Ouazalendo à tout prix. Parce que même si ils attaquent le Ouazalendo, mais en réalité, c'est attaquer le gouvernement du Congo qui a adopté même la loi pour protéger les réservistes. Donc, ce n'est pas, si tu portes atteinte à mon enfant, c'est comme si tu m'attaques moi directement. Donc, c'est attaquer le gouvernement, mais ils essaient de passer à part les leaders de Ouazalendo. Et aussi, c'est une stratégie. C'est une stratégie parce que s'il commence par un, le lendemain, ça va être un autre, un autre, un autre. Comme c'est utiliser la stratégie de couper, c'est comme diviser. Les uns vont se sentir peut-être, oh, on ne va pas faire quoi que ce soit pour que la prochaine fois que ça ne soit pas nous qui vont être attaqués. Donc, je pense que ça, c'est un message, comme je l'ai dit, c'est un message clair euh, pour le Congolais que l'Union européenne, comme ils ont toujours supporté ou aidé le Rwanda, de nous montrer que nous ne sommes pas avec vous. Nous, on va s'attaquer à tous ceux qui vont attaquer nos intérêts. Parce que le Rwanda, comme Kagame un jour l'avait dit, ce n'est pas le Rwanda qui achète les minéraux. Il y a des autres gens qui achètent le minerai. Et c'est à travers ces gens qui achètent le minerai que le Rwanda pille au Congo. Et ils ont essayé d'envoyer, comme de prendre des sanctions contre quiconque qui les empêche d'exploiter librement le minerai au Congo. Et on a vu quand même que le Ouazalendo
font un grand travail pour défendre l'intégrité territoriale, malgré toutes les difficultés qu'ils traversent, malgré les minimes de ressources qu'ils ont, malgré le manque de soutien d'ici et là. Mais on a vu quand même que sans le Ouazalendo, on ne sait pas où le pays serait maintenant. Parce qu'on sait que l'armée, oui, l'armée aide, mais l'armée était infiltrée jusqu'au sommet. Donc, je pense que moi, je lancerai l'appel à la population vraiment de soutenir le Ouazalendo à tout cœur, avec tout ce qui peut être soutien, que ce soit moral, financier, tout ça. Parce que ça, ce n'est pas la guerre de Ouazalendo, c'est la guerre du peuple congolais. Et celui qui s'attaque au Ouazalendo s'attaque directement au peuple congolais. J'ai un problème de... Je ne sais pas si vous m'entendez, j'ai un problème d'Internet quand même, hein. On vous J'entends. entend, on vous entend très bien. En Voilà. revanche, sur l'écran, on ne voit que vous. Alors que, Ah bon? oui, oui, donc, C'est voilà, ça, ça savoir, va être hein. un souci. Mais c'est pas grave, c'est pas C'est grave. un souci en fait. Voilà, je veux... Ou alors je Non, sors, non, je reviens parlez, pour... donc on va régler ça, vous pouvez vous exprimer facilement. Alors, je voulais dire justement, dans le communiqué de Ouazalendo, ce que j'ai aimé, c'est qu'il rappelle justement la politique hégémonique expansionniste de l'Ouganda, ils ont insisté, et du Rwanda. Et donc, ces gens-là, ils sont en train de lutter contre cet expansionnisme, cette stratégie cette hégémonie, cette guerre hégémonique et expansionniste. Et là, du coup, et comme l'Union européenne, comme Massa vient de dire, a y gagné, parce que c'est à travers justement comment dirais-je, ces guerres à répétition, ces guerres récurrentes que le Rwanda et l'Ouganda mènent sur le Congo, parce que moi je ne veux pas séparer ces deux pays. L'Union européenne et les autres impérialistes profitent justement de cette situation. Et c'est pour ça que maintenant, les Ouazalendo, comme ils empêchent justement la manne ne tombe plus, et c'est les Ouazalendo, maintenant ils sont des boucs émissaires, alors qu'ils défendent les territoires, ils défendent la patrie. Dans une émission, un jour, vous aviez évoqué Jean Moulin. Jean Moulin, qui peut oser parler du mal de Jean Moulin ici en France? Il risque de poursuite. Et Jean Moulin était Mouzalendo. Et donc, ceux qui ne font pas, je l'ai dit tout le temps, ceux qui ne font pas chez eux, ceux qui trouvent qu'ils ont des éloges pour Jean Moulin et les autres, et maintenant, Moulumba et les autres sont au nid, alors qu'il faut le même boulot, le même travail que Jean Moulin a fait, qui est dans tous les métros. Quand j'ai vécu à Lyon, il y a des métros Jean Moulin, il y a l'université Lyon 3 Jean Moulin, il y a partout des Jean Moulin. Un jour, j'espère qu'il y aura des universités Gilles Moulumba et les autres. Et donc, non, moi je pense que c'est cette hégémonie, et ils ont bien fait. Heureusement que le peuple est là, et heureusement que les Ouazalendo sont nés, sinon la caravane, j'allais dire le chien à boire, la caravane passe. Et n'insultez pas l'Union européenne, mais c'est un dicton. Et donc, ça ne va pas empêcher les Ouazalendo de faire le travail. Tout à fait. En fait, l'Union européenne se comporte comme si elle oubliait le temps de trahir la loi internationale, comme s'ils ils avaient oublié complètement que la loi sur la réserve au Congo existe et que le Congo est un pays souverain et indépendant. Ça, ils oublient. Et ils ont oublié aussi, ils font semblant en tout cas d'oublier que le Congo est le pays agressé et que l'agresseur, ce n'est pas le Congo, que c'est les pays voisins, Ouganda et Rwanda. C'est ça c'est la question qu'il faudrait poser en fait à l'Union européenne. Est-ce que vous mettez sur le même pied d'égalité le pays agressé, la RDC, et les pays agresseurs, le Rwanda et l'Ouganda? C'est ça. Le problème, c'est quoi? Parce que les Ouazalendo, ce n'est pas leur travail hein, de poser ce genre de questions. Eux, c'est des combattants. Ils sont sur le terrain. Ils se sont exprimés juste pour montrer qu'ils sont toujours à pied d'œuvre, qui ne vont pas lâcher parce qu'il y a des sanctions injustes, hein, que pour eux, ça constitue d'ailleurs un non-événement, ces sanctions-là. Et ils ont raison. Ce n'est pas aux Ouazalendo normalement de faire des communiqués.
Oui, parce qu'ils appartiennent justement à un corps de, de la défense congolaise. C'est pas les Ouazalendo qui auraient dû faire ce communiqué. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs? Les Ouazalendo font le communiqué bien sûr rapidement, mais normalement leur travail c'est pas de réagir, de répondre aux gouvernements étrangers ou aux organisations étrangères. Mais C'est le gouvernement à Kinshasa. en même temps que les Ouazalendo quand même réagissent, c'est parce il y avait quand même Jules Moulumba qui était visé. Moi, je pense que c'est les noms. S'ils avaient cité le Ouazalendo dans l'ensemble, sans sortir des noms proprement, moi, je pense qu'ils auraient dû laisser peut-être, bon, peut-être, mais je pense que c'est le fait d'avoir visé les noms qui ont poussé les Ouazalendo à répondre tout de suite. Mais c'est vrai que ce n'est pas les Ouazalendo, l'État congolais aurait dû réagir aussi. Et d'ailleurs, soit dit en passant, parce que je ne sais pas si vous avez lu, c'est un article qui est sorti dans le journal Iguié qui parlait justement, qui était les prémices d'ailleurs de sanctions. Voilà, c'est les prémices des sanctions. Et je regrette fort que l'État congolais n'ait pas réagi à cet article-là. Vous parlez d'un article du journal Iguié du Rwanda. Du Rwanda, oui, exactement. Parce que si on peut dire que justement, ça dévançait les sanctions ou on préparait les esprits pour les sanctions. Parce que n'oublions pas que le Rwanda quand même a des lobbies partout. Et donc, et des gens qui ont écrit cet article, peut-être ils étaient dans la confidence que les élections, que les sanctions allaient être prononcées, ou alors donnez-nous un élément pour nous donner l'argumentation. C'est comme ça que je vois les choses. Je peux me tromper. Mais voilà. Mais que le gouvernement congolais n'ait pas réagi quand même à ce genre d'articles. Et que fait la communication? Que fait le service de presse de la présidence ou du ministère des Affaires étrangères, tout simplement? C'est-à-dire, en fait, vous voulez dire que le ministre Mouyaya est en retard sur l'événement. En retard, Ou le oui, ministère ou de la alors peut-être Défense. c'est qu'il trouve un non bon, je pense que quand même Mouyaya, il est jeune, il est aux aguets, il est toujours dans les sociomédias. Et je pense que peut-être il y a des articles comme ça qui passent, il pense que c'est un non-événement. Alors que celui qui a écrit ça, celui qui a pris le temps de rédiger cet article, il ne perd pas son temps. Il a une idée derrière la tête. Il a un objectif à atteindre. C'est pour ça qu'il ne faut jamais laisser ce genre d'articles passer sans réagir. Maman Euh, Sifa, qu'est-ce que vous en pensez? le fait que l'Union européenne s'ingère dans cette situation, moi, ça me donne du courage pour montrer que les Ouazalènes sont en train de faire un travail extraordinaire, de façon que ça dérange jusque dans l'Union européenne, jusqu'à ce que l'Union européenne prenne des sanctions. Donc, c'est-à-dire que le travail, les Ouazalènes sont en train de faire un travail extraordinaire qui dérange partout. Comme celui qui a écrit le communiqué, ça c'est un non-événement. Oui, c'est un événement pour ceux qui ont poussé l'Union européenne à écrire cet article, mais pour nous, le peuple congolais, ça c'est un non-événement. On va toujours se défendre. Oui, que Kinshasa fasse quoi que ce soit ou ne fasse rien, le peuple est toujours debout, ils vont toujours se défendre. Donc, même si le gouvernement prend des décisions qui vont à la contre de ce que la population croit être bien pour sa nation, pour eux-mêmes. Donc, on ne va pas accepter parce que les gens qui sont à Kinshasa travaillent pour le peuple. Et s'ils prennent des décisions qui vont à l'encontre des aspirations du peuple, c'est-à-dire, on ne va pas voir les gouvernements, mais on va voir les individus. Parce qu'il y a des individus dans le gouvernement qui travaillent aux intérêts des autres, mais pas pour les intérêts de la nation. Donc, il faut aussi que les gens qui travaillent à Kinshasa fassent attention, qu'ils ne soient pas au service de l'ennemi, mais qu'ils soient aux côtés du peuple. Donc, c'est un non-événement, mais en tout cas, les gens qui travaillent, nos dirigeants, les gens qui représentent le peuple à Kinshasa, devraient aussi s'asseoir et voir dans quelle mesure ils peuvent répondre à l'Union européenne. Ou pourquoi pas, les Congos ne peuvent pas, ils peuvent prendre aussi des sanctions. Les instigateurs de ces sanctions, par exemple, qui étaient derrière ça,
Et puis, on va voir quels sont ses intérêts, leurs intérêts au Congo pour pouvoir prendre des sanctions qui essayent de décourager la population congolaise. Donc, qu'un pays comme le Congo, il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à travailler avec nous parce qu'on a beaucoup de choses à offrir. Donc, le gouvernement devrait aussi vraiment s'intéresser à ça, savoir qui est derrière ça et le pourquoi. Et puis aussi, on peut prendre des sanctions. Vous pouvez inviter les représentants de l'Union européenne à Kinshasa parce que je ne pense pas qu'ils ont pris ces sanctions sans informer leurs représentants à Kinshasa pour lui demander pourquoi. Parce que si vous prenez des sanctions contre une personne qui travaille pour le gouvernement, donc c'est-à-dire, il doit savoir, c'est pourquoi. Donc, je pense qu'à ce niveau, le gouvernement devrait s'impliquer. Et s'il ne s'implique pas, la population va s'impliquer. Oui. Et puis autre chose, aussi, dans ce communiqué, ce que j'ai aimé aussi, en fait, ce communiqué résume beaucoup de choses à la fois et un message. Quand il dit un non-événement, c'est vrai, aucun Congolais ne viendra, ne voudra se rendre en Europe à condition que la paix revienne au Congo. Et c'est vrai, parce que le Congo, ou même l'Afrique en général, a des lieux de villégiature, où on peut se passer de l'Europe. On peut quitter. Jadis, si je lisais un livre où les Européens, par exemple, à l'époque coloniale, à l'époque coloniale, ne venaient pas, ceux qui étaient à Kinshasa n'avaient pas besoin de venir en Europe, ils allaient à Bukavu, à la Botte, pardon, à Bukavu. Donc, le Congo a des lieux de villégiature, des lieux de tourisme. On peut se rendre, si le Congo a la paix, si on a la paix au Congo, on peut aller en Afrique du Sud, on peut quitter Goma pour aller à Kinshasa, ou à Lubumbashi, ou à Kananga, ou ailleurs. On n'a pas besoin de l'Europe. Et ils l'ont bien dit. Ça, c'est une façon de dire, foutez-nous la paix. Développons notre pays, nous n'aurons pas besoin de l'Europe. C'est pour ça que j'ai dit, ce communiqué vraiment, celui qui a rédigé ça, ils sont vraiment très intelligents. Il y a beaucoup de messages dedans. Alors, il y a aussi des éléments que je voudrais ajouter pour mieux préciser l'historique et la mise en place de la loi, justement, sur la réserve. Il faut rappeler que la réserve, selon le gouvernement, au mois d'avril 2023, lorsqu'ils ont commencé à expliquer, à donner des explications sur la création de la loi et les débats qu'il y a eu à l'Assemblée nationale, la réserve armée de la défense, appelée RAD, est appelée à apporter un soutien temporaire au FARDC. Ce n'était pas nécessairement un soutien permanent, mais tant que durait le conflit, tant que le pays serait agressé et occupé, eh bien, le RAD serait absolument nécessaire. L'Assemblée nationale a ajouté que ces forces, ça va fonctionner comme un corps de réservistes, comme on en connaît en France et ailleurs. Et l'objectif, quel est le but de la mise en place de cette force? C'est d'apporter un soutien temporaire, c'est-à-dire c'est dans le souci de mettre fin aux agressions récurrentes auxquelles le pays était confronté au moment de l'adoption de la loi, et pour mieux renforcer la protection de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Ce n'était pas juste pour amuser la galerie ou pour décorer le nord, plutôt l'est de la RDC. Non, c'est pour mettre en place une force devant résister à l'agression et éventuellement chasser l'ennemi pour le ramener d'où il est venu. La réserve était donc appelée à apporter un soutien temporaire, je précise, et elle devait être composée de militaires retraités et d'ex-membres de différents services de sécurité. Mais il fallait penser aussi aux réservistes qui devaient venir des groupes armés qui étaient au départ considérés comme des forces négatives. Mais à partir du moment où ils avaient adhéré à la nouvelle coalition mise en place pour défendre le pays, ces forces n'étaient plus des forces négatives. C'est clair et net. Or, aujourd'hui, on a l'impression que l'Union européenne continue de les considérer comme des forces négatives, plus même comme des criminels.
alors Ouais, inventer c'est ça. des crimes qu'ils n'ont pas commis. Ça, il faut absolument le dire. Eh bien, il faudrait, pour moi, les forces, les, les, les Ouazalendo se sont exprimés, mais au-delà des Ouazalendo, il faudrait que le gouvernement congolais s'exprime fort et éventuellement qu'il convoque le représentant de l'Union européenne à Kinshasa, si ce n'est pas déjà fait, parce que parfois nous faisons des propositions qui sont peut-être dépassées, qui ne sont plus d'actualité. Si le gouvernement l'a fait, tant mieux, mais s'il ne l'a pas encore fait, ce serait plus que temps que le gouvernement demande des explications, oui, oui, à l'ambassadeur de l'Union européenne. C'est Et très puis, important. et puis, ce qu'ils oublient aussi par rapport à la défense du peuple, parfois, c'est un mouvement spontané. Au lieu de, en tout cas, Mama Sifara nous l'a expliqué très très bien. Parce qu'à un moment donné, vous restez chez vous, on vous tue. Vous vous cachez, bon, mieux vous, battez-vous, au moins on va vous tuer l'arme à la main. En fait, c'est spontané après. Et quand l'État a voulu bien organiser les choses, et maintenant, c'est maintenant qu'ils commencent, ils sont dangereux ces gens-là parce qu'ils vont nous empêcher à piller le Congo allègrement ou à l'aise. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? Quelles menaces? Les sanctions. Non, ça ne va pas les empêcher. Non, ça ne va pas empêcher les Ouazalendo d'exister. Ils peuvent envoyer toute l'armée du monde, toutes les armées du monde, les Ouazalendo resteront là. La force populaire, personne ne peut les arrêter. Tout à fait. Ah, je me rappelle, l'ancien gouverneur, je ne me rappelle pas son nom, il disait, je pense qu'il a lu quelque part aussi, un arbre qui porte des fruits, il y aura toujours des gens qui jettent des pierres. Et jeter le pierre au Azalendo, surtout aux leaders, ça montre qu'il y a des fruits qui dérangent. Maintenant, ils veulent jeter des pierres pour... Parce qu'un arbre stérile, personne n'en jettera pas des pierres. Si les Ouazalènes ne faisaient pas leur travail comme il faut, personne ne s'attaquerait à eux. Mais comme moi, je vois vraiment, je suis toujours optimiste. Je vois des choses toujours positives dans des choses qu'on considère négatives. L'Union européenne a pensé que oui, on va sanctionner, mais nous, en tant que Congolais, en tant que peuple, ça montre que le Ouazalendo fonctionne très bien. Ils font et leur organisation, leur façon de travail dérange vraiment jusqu'au point que l'Union européenne veut s'ingérer aussi dans les affaires du Congo. Donc, mais aussi, c'est pour montrer combien de fois il y a une pression, parce que j'imagine si quelqu'un prend des sanctions contre mon enfant, c'est-à-dire prennent les sanctions contre moi. Donc, les gens qui pensent que Kinshasa ne fonctionne pas, ne travaille pas vraiment, disons, ça, c'est un signe qu'il y a une pression de haut niveau. De haut niveau, on a vu à un certain moment les Américains, voilà que aussi il y a l'Union européenne, mais aussi, il faut aussi voir dans quelle mesure à quel point l'Union européenne est hypocrite. Tantôt, ils signent des accords avec le Rwanda pour vendre le minerai que le Rwanda n'a pas. Tantôt, ils donnent des communiqués. Je me rappelle, la Belgique demandait au Rwanda de se retirer, mais la même Belgique est membre de l'Union européenne qui prend des sanctions contre un enfant de la RDC. Donc, on voit vraiment l'hypocrisie de haut niveau. C'est pourquoi certaines personnes, oh, on prend en témoin la communauté internationale. Il n'y a pas une communauté internationale qui est du côté des Congolais. Il faut que la population le sache. Nous, Congolais, on est nous-mêmes, on doit se défendre. Ce n'est pas l'Union européenne qui va nous défendre, ce ne sont pas des Américains qui vont nous défendre. Parce que quand on voit, par exemple, dernièrement, je pensais, pourquoi, pourquoi l'Union européenne ou les Américains poussent la RDC à collaborer avec, à négocier avec les M23 pendant que quand l'Ukraine a été attaquée par la Russie, ils ont donné des armes et même l'aide militaire à l'Ukraine pour se défendre. Pourquoi ils n'ont pas demandé à l'Ukraine de négocier avec la Russie?
Dernièrement, moi, j'ai suivi, il y avait Netanyahou qui était aux États-Unis. On lui a donné la parole au Sénat, au niveau du Congrès, et il a dit les États-Unis, c'était un allié d'Israël et on veut avoir les ressources pour terminer le travail. Quel est le travail? Exterminer les gens qui sont en train d'exterminer les Palestiniens. Donc, pourquoi pourquoi ils n'ont pas demandé à Netanyahu de négocier avec la Palestine? Pourquoi ils demandent toujours au Congo de négocier avec les gens qui l'ont attaqué? Donc, c'est là où on voit les deux poids de mesure, mais aussi l'hypocrisie. Donc, mais aussi, il faut savoir, on demande à quelqu'un de négocier si quelqu'un est dans la position de faiblesse. Mais ce n'est pas toujours d'un côté de faiblesse, parce que si quelqu'un est dans la position de force, souvent on ne lui demande pas de négocier. Je me rappelle en 1996 où le Rwanda avait attaqué, est allé jusqu'à Kinshasa, personne ne lui demandait de négocier. Mais pour le moment, on demande à Kinshasa de négocier avec le M23 parce que de toutes les façons, dans tout ce qu'ils disent que le M23 est fort, c'est le Rwanda qui est derrière le M23, mais ils n'ont pas la force. Donc, ils voient que à cause de l'action du peuple, de la motivation, du travail fait par les Ouazalendou, ils ne seront pas capables vraiment d'arriver à leurs objectifs qui se sont fixés au début quand ils ont commencé cette guerre. C'est pourquoi ils veulent à tout prix chercher des moyens pour pousser la République de négocier ou de décourager. Mais malheur à eux, c'est une mauvaise information. Le Congo ne tombera jamais. Le peuple va toujours résister, malgré le découragement. Je vais encore rappeler les gens qui lisent la Bible. Il y a le monsieur qui ne voyait pas. Quand il a entendu que Jésus passait, il s'est levé pour demander, chercher Jésus à lui guérir. Les gens ont fait le bruit. Oh, laissez, ne dérange pas le maître, tout ça. Mais lui, comme il savait ce qu'il voulait, il n'a pas écouté le voix. Il a crié Jésus. Et puis Jésus est venu lui voir. Donc nous, le Congolais, le peuple congolais s'en fout de tout le bruit, que ce soit le bruit des États-Unis, de l'Union européenne. Nous, on veut libérer notre pays. On va se battre jusqu'à ce que tout le monde va respecter la République. Merci. Alors, pour montrer l'aspect politique, éminemment politique quand même des sanctions de l'Union européenne, c'est qu'ils donnent l'impression que pour eux, les Ouazalendou seraient des intrus qui sont en train de se battre dans un cadre illégal, qui ne sont pas soutenus par les autorités congolaises, ou alors tout simplement l'Union européenne ne donne pas beaucoup de considération aux autorités de Kinshasa. Rappelez-vous, avant même l'adoption de la loi sur la réserve, le président Tshisekedi, je pense que c'était fin 2022, c'est lui qui avait commencé à parler à ces jeunes. Il avait dit à l'époque que les jeunes femmes et les jeunes hommes devaient s'organiser en groupe de vigilance. Groupe de vigilance. En ce moment-là, les gens ne comprenaient pas ce qu'il voulait dire. Et il leur a demandé de soutenir l'armée congolaise contre le M23. C'est la première fois, je crois, que le président Tshisekedi sortait officiellement et publiquement pour demander que les Ouazalendou, en fait, c'est les Ouazalendou et les groupes de vigilance viennent aux côtés de l'armée pour chasser les agresseurs. Donc, ils ne se sont pas imposés dans le paysage militaire du Congo. Le gouvernement est venu leur demander, j'allais dire de l'aide, non, leur contribution à la défense du pays. Mais ils le faisaient déjà puisqu'ils étaient dans le maquis depuis plusieurs années. Ils n'ont jamais déposé les armes contre l'agresseur parce que le Rwanda et l'Ouganda sont restés en RDC depuis les années 96-17. Donc les Ouazalendou, Maïmaï à l'époque, ont continué à se battre. C'est le président Tshisekedi qui a formalisé la demande
et l'insistance pour que les groupes de vigilance, comme ils les appelaient à l'époque, viennent travailler avec l'armée congolaise. C'est ce qu'ils ont fait. C'est cela qui a donné lieu justement à la fameuse loi d'avril 2023, adoptée par l'Assemblée nationale et puis par le Sénat. On ne peut pas penser que l'Union européenne ne sache pas tout cela. L'armée européenne, plutôt l'Union européenne le sait. L'Union européenne sait que le président de la RDC a été l'initiateur de ce projet qui est un projet positif. Dans le cadre de la réconciliation d'un pays qui sortait de guerre et qui espérait retrouver la paix bientôt, on ne peut pas faire mieux que de réconcilier déjà les groupes armés avec l'armée nationale. Est-ce que c'était une mauvaise chose que le président Tshisekedi avait faite? Est-ce qu'on désavoue ainsi la médiation du président Uhuru Kenyatta, qu'il avait, je pense, s'était investi dans ce projet? Exactement. Voilà, parce que c'est après Nairobi, en fait, que le processus a commencé et qu'il a reçu la bénédiction du président Tshisekedi, qu'ensuite l'Assemblée nationale s'est saisie du projet, le Sénat a confirmé. Qu'est-ce que l'Union européenne cherche à dire en disant nous allons sanctionner Jules Mulumba? Mais on ne peut pas oublier que beaucoup de ces pays qui profitaient dans le désordre. Donc, si le gouvernement congolais décide d'organiser tout, de mettre ensemble tous ces groupes qu'ils appelaient à l'époque négatifs et transformer dans une force positive, pour les gens qui profitaient de ce désordre, ce n'est pas bénéfique. C'est pourquoi ils cherchent à tout prix pour attaquer cette force qui était à l'époque considérée négative, qui est maintenant positive, pour qu'il retourne encore devenir négatif. Parce que si vous êtes un groupe négatif, ça leur profite quand même. Mais si c'est positif, c'est protégé par l'État, c'est encadré par l'État, il n'y aura pas vraiment la marge de manœuvre où ils vont vraiment profiter dans tous ces désordres. Je ne pense pas qu'ils le font juste par hasard ou quoi. C'est parce qu'ils ne sont pas, ils ne voient pas du bénéfice dans l'organisation de groupes soi-disant négatifs dans un groupe positif qui défend l'intégrité territoriale. Donc, il faut quand même, moi, je trouve que pour eux, ils font ce qu'ils ont à faire pour essayer de continuer. C'est la continuité de ce qu'ils faisaient avant, mais ils voient qu'encadrer tous ces groupes, ça ne va pas leur profiter. Vraiment, ce n'est pas grand-chose pour eux. Donc, il faut chercher comment les détruire encore pour encore dénommer, trouver le nom négatif, comme ce n'est plus le négatif. C'est positif, mais pour eux, il faut que ça reste négatif pour vraiment en bénéficier davantage. Et puis, qui doit décider que telle force est positive ou négative? Pas l'Union européenne, c'est le pays même qui a mis en place cette force, qui va un jour dire non, nous avons commis une erreur, les Ouazaliens se comportent mal, ils sont redevenus une force négative. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pourquoi l'Union européenne doit essayer de se mettre à la place de Kinshasa, de la RDC? De toute façon, par un subterfuge. Hein. On sait qu'effectivement, c'est parce que les Ouazaliens font face vaillamment à l'armée des agresseurs. C'est tout. Et vous faites très bien de rappeler justement Nairobi, les accords avec les éloges, voilà, les éloges pour le président Uhuru Kenyatta, parce que n'oubliez pas que c'était à la suite justement de quand les accords de Nairobi, il faut les rappeler aussi, parce qu'il avait regroupé tous ces gens-là, toutes tendances. Et c'est à la suite, justement, on a dit, mais bon, non, pour justement fructifier et consolider les accords de Nairobi, tout le monde trouvait que c'était une bonne chose, y compris l'Union européenne même. Vous voyez, quand Emmanuel Macron rappelait les accords de Nairobi, tout le monde rappelait les accords Et maintenant, les Ouazalans ne sont pas de doigt. Pourquoi? Alors que tout, c'est le fruit de Nairobi. Et donc, il faut rappeler justement, ça vient de Nairobi. C'était à la suite des accords de Nairobi.
Et il y aura des accords de Nairobi, donc on ne va pas, on ne va pas maintenant remettre en cause les accords de Nairobi, remettre en cause le travail de Uhuru Kenyatta, celui-là à qui on lançait des éloges hier. Aujourd'hui, maintenant, on va renier le travail qu'il a fait. Mais non. C'est une façon de dire aux Congolais, arrêtez de vous réconcilier. Voilà. C'est une façon de dire, c'est pas normal que les Wazalendo soient en paix avec les Congolais, avec l'armée nationale congolaise. C'est pas normal que les Wazalendo ne se rebellent pas, qu'ils ne massacrent pas les populations, comme certains l'avaient fait peut-être avant. C'est ça qui est vraiment condamnable. L'Union européenne se comporte comme si elle ne recherchait pas en tout cas la paix en RDC. Au contraire, avoir la chance de mobiliser des jeunes qui étaient à gauche à droite dans la brousse, qui se battaient entre eux, qui se battaient contre l'armée nationale, qui violaient les femmes, parce que cela a existé avant. Oui, oui, tout à fait. Être contre cela et dire non, 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 on va retourner à la case départ, les Wazalendo doivent sortir du processus de réserve nationale. D'ailleurs, c'est ceci. D'ailleurs, tiens, ils ont parlé une fois encore de discours de la haine. L'Union européenne fait encore référence au discours de la haine véhiculé par certains Wazalendo qui travailleraient avec les FDLR, une fois encore. Je crois que vraiment le Congo, c'est peut-être une chance aussi que le Congo vient d'avoir pour pouvoir s'exprimer, les yeux dans les yeux, dire des choses à l'Union européenne. C'est bien d'aider. J'ai vu le président Macron justement qui disait oui, nous devons aider les Africains à faire ceci. Le meilleur exemple de quelqu'un de formidable, c'est Kagame, parce qu'il a construit un stade en Mali, parce qu'il a envahi le pays voisin, la RDC. Il massacre des millions de Congolais, mais il est félicité et il a les éloges du président Macron parce qu'il a construit une salle de sport ou de basketball devant les autres chefs d'État. Parce que lorsque nous parlons de l'Union européenne, nous devons parler de la France. La France qui n'a pas de gouvernement maintenant. Oui, c'est ce que j'allais dire justement. Voilà. C'est ce que j'allais dire exactement. Donc il Parce faut... que Macron n'est pas le mieux placé aujourd'hui pour donner des leçons. Ça, Non. franchement, honnêtement. Pas du tout. Alors, on va aller vers la fin de notre émission. Je vais vous demander de faire des suggestions vraiment. Qu'est-ce qu'on peut suggérer à Kinshasa, au gouvernement congolais, pour compléter éventuellement la réaction des Wazalendo? Qu'est-ce que Kinshasa devrait faire? Aussi simple que ça. Je pense que vous l'avez mentionné. Je pense que les gouvernements devraient convoquer les représentants ou l'ambassadeur de l'Union européenne à Kinshasa pour demander des explications sur ces sanctions contre un agent de l'État. Parce que les réservistes, ce sont des agents de l'État qui ont fait leur travail et quand on essaie d'empêcher de faire leur travail. Donc, moi, je pense que oui, Kinshasa devrait s'y impliquer, demander des explications. Mais aussi, j'aurais aimé que le président aussi de la République ou quoi que ce soit, je ne sais pas dans quelle mesure, quel moyen il va utiliser, vraiment de rassurer le peuple congolais. Parce que quand on attaque un enfant de la famille et que le père de la famille ne dit rien, donc c'est-à-dire qu'il est d'accord avec tout ce qui se passe. Donc j'imagine que c'est faux, c'est que je crois. Peut-être que le gouvernement y travaille, mais le peuple congolais aimerait vraiment être rassuré que le père de la nation, qui est le président de la République, est au courant de tout ce qui se passe et pour assurer nos jeunes qui s'engagent, qui s'impliquent, qui travaillent jour et nuit, qui perdent leur vie sur le terrain pour défendre l'intégrité territoriale. Donc, je pense que c'est le garant de la nation qui devrait faire quelque chose pour rassurer le peuple et tout, pour encourager aussi, en plus d'autres jeunes qui sont encore réticents. Parce que quand on voit des choses comme ça qui arrivent et que le gouvernement ne fait rien, donc ça va décourager certains jeunes aussi qui peut-être qui étaient dans la phase de libération pour décider s'ils doivent rejoindre les autres pour aller défendre la nation. Donc, je pense que c'est le bon moment, c'est le temps opportun, c'est une opportunité pour le gouvernement et surtout le père de la nation pour garantir, rassurer le peuple que
ils connaissent tout ce qui se passe et quoi qu'il en soit, ils vont défendre tous ces jeunes qui se donnent pour défendre la nation. Merci beaucoup, Mama Sifa. Jean-Claude Ndungu, c'est votre mot de la fin. Mon mot de la fin, je vais commencer par ce que j'ai suivi Honoré Kabongo, c'est HK Today. Il disait une chose en déconseillant le jeune, on vous appelle, on vous recrute pour vous donner $200, mais d'où viennent ces $200? C'est des minerais qu'on vous vole, qu'on va vendre, on vous paie l'argent de votre pays. Bon, et moi, ce que je vais dire, le conseil que je donne au gouvernement congolais, c'est créer une sorte de veille informationnelle, une sorte de veille de la presse, parce que Patrick Moué a fait son travail, mais je pense que, est-ce qu'il savait que le Rwanda, parmi les réseaux sociaux, il y a au moins des milliers qui ont été infestés par les agents rwandais, qui sont payés par l'argent. D'où vient cet argent? Pillé au Congo. Donc c'est l'argent du Congo. Avec cet argent, ils vont payer justement les agents des milliers de gens qui travaillent sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que ce n'est pas l'État congolais qui va manquer les moyens de créer une sorte de veille informationnelle, de veille vraiment, de contrecarrer à moindre réaction, une contre-réaction. Moi, je pense que ça va payer. Il faut qu'ils y pensent, sérieusement. Parce que sinon, trop, c'est trop. Trop, c'est trop, vous l'avez dit. Et effectivement, on n'a pas besoin que ce soit trop côté du pays agressé. Il faudrait que le trop, c'est trop, passe de l'autre côté. Tout à fait. Que le trop plein, que la guerre cesse de sévir contre les populations agressées depuis une trentaine d'années maintenant. Parce que ça aussi, l'Union européenne devrait le savoir. Le Congo n'a jamais attaqué le Rwanda. Le Congo n'a jamais versé du sang de Rwandais sur le territoire rwandais ou au Congo. C'est toujours c'est toujours le même agresseur au Congo. Les millions de Congolais morts, pour l'Union européenne, je pense qu'ils devraient représenter quelque chose. L'Union européenne devrait se dire, tiens, après tout, ce pays a perdu 12 millions de ses citoyens parce que le Rwanda a voulu le faire, parce que nous achetons les minerais du sang au Rwanda, les minerais qui sont pillés en RDC. Est-ce que nous sommes... c'est ça aussi le message, le discours qu'on doit dire à l'Union européenne. Vous aidez quelqu'un qui vient tuer nos familles, tuer nos enfants, violer nos femmes et nos filles. Et ensuite, vous venez nous sanctionner. Parce que si vous allez voir la plupart de ces Wazalendo, moi j'en ai vu certains, j'en ai parlé à certains, et c'est mon droit. La plupart d'entre eux ont perdu leur famille au cours de toutes ces guerres que le Rwanda a menées contre les populations du Nord. Et on leur dit, écoutez, ne répliquez pas, le Rwanda a le droit de dire qu'il veut créer un empire ethnique, et vous n'avez pas le droit de dénoncer cela. Si vous le dénoncez, c'est vous qui prononcez un discours de haine. Ce n'est pas normal et c'est injuste. Donc, une fois encore, nous suggérons vraiment qu'il y ait une reprise en main de ce processus des Wazalendo, que les Wazalendo ne payent pas le prix de ce qui me passe. Voilà, chers auditeurs, téléspectateurs, auditrices et téléspectatrices, voilà l'émission que nous avions à vous proposer ce dimanche soir. Vous comprenez qu'un dimanche soir, on ne fait pas une émission de 2 heures. Et de toute façon, le point que nous avions à l'ordre du jour est éminemment important, très politique. Ça concerne bien sûr les populations congolaises, ça concerne les défenseurs du peuple, ça concerne le gouvernement congolais et ça concerne bien sûr un des partenaires de la RDC qui est l'Union européenne, mais qui se comporte avec, à mon avis, sans beaucoup de respect vis-à-vis du pays, dont les intérêts sont mieux connus par le gouvernement de ce pays et par ses forces de défense plutôt que par les Européens. Merci beaucoup et à très bientôt.
Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation?